Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur, sans remords, sans regret, sans regarder l'heure. Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur, car à chaque âge se rattache un bonheur. La musique, c'est un langage universel. Voilà. Et intergénérationnel. Ouais. L'audition, c'est un des rares sens qu'on peut pas voiler en fait. Mm. On peut fermer les yeux, fermer la bouche, se boucher le nez, mais c'est difficile de rien entendre. Et donc on est toujours stimulé par les bruits, la musique. Donc À part si on a vraiment une surdité Oui. très très profonde, mais voilà. La musique, moi j'ai eu contact avec la médiation musicale dès ma formation en fait. J'ai fait un stage avec un musicothérapeute qui travaillait dans un établissement psychiatrique. Et donc c'était déjà il y a 17 ans. Et d'où le premier contact avec l'objet médiateur qui permet d'entrer en relation avec des personnes qui ont des déficits. Et là, du coup, Sarah, tu fais jouer de la musique aux gens ou c'est toi qui viens justement créer un environnement sonore dont ils sont auditeurs? Comment ça se passe? En fait, c'est les deux volets de la musicothérapie. Il y a un volet musicothérapie réceptive où là, c'est l'écoute sonore adaptée à la personne, au répertoire de la personne, à l'histoire de vie. Qui se sépare en deux volets. Donc il y a l'aspect détente où on peut passer une bande sonore adaptée et la personne peut se détendre, accéder à l'apaisement ou simplement, d'autre part, la musicothérapie réceptive peut aider à formuler ses émotions, à exprimer un petit peu ses ressentis, soit de joie ou soit de les souvenirs un petit peu douloureux. Et le musicothérapeute, il est là au sein du groupe ou au sein d'un travail individuel. Il est là pour recevoir le témoignage et puis rassurer la personne si c'est un témoignage douloureux ou bien encourager la personne si c'est un témoignage plutôt qui entre en lien avec un souvenir joyeux, quoi. Donc la musique permet d'accueillir les émotions. Voilà. Alors d'une part, la musicothérapie réceptive et puis d'autre part, la musicothérapie active, où pareil, ça peut être pratiqué en individuel ou en groupe. Et la musicothérapie active, c'est tout un travail sur le corps, donc un réveil corporel, l'accès à tout ce qui est expression vocale. Et puis ensuite, amener petit à petit le groupe vers l'aspect créatif où on peut, à partir des chansons qui sont communes au groupe ou communes à une histoire de vie, créer un roman sonore ou aller plus particulièrement vers une création de musique et de paroles qui correspondent pareil aux émotions ou à la vie du groupe. Donc là, c'est un travail qui va se faire dans le temps avec plusieurs séances. Voilà. Et puis Ouais. après, chaque séance est évaluée en fonction d'objectifs thérapeutiques bien définis, déterminés avec le patient ou avec l'équipe encadrante ou soignante. Et puis les objectifs thérapeutiques, ils sont réajustés d'une séance à l'autre ou d'une session à l'autre. Voilà. C'est ça. Clément aussi, toi, tu es dans une organisation avec plusieurs séances d'intervention auprès du même groupe. On rejoint un petit peu la musicothérapie par rapport à ça, c'est que je peux faire des séances d'animation, donc qui sont souvent plus séparées dans le temps. Donc là, c'est plus du travail de groupe où on travaille sur la communication, sur la dynamique de groupe. Et puis avec les animaux, il y a toujours cet petit effet, on appelle ça l'effet waouh, c'est-à-dire que quand on présente des animaux avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est tout de suite ça. Et hop, ça ramène des souvenirs, ça les fait discuter entre eux. Oui, mais moi j'ai eu un animal, il s'appelait un tel, etc., etc. Donc, on a cet aspect plus de valorisation, d'estime de soi, de travail, de communication. Et puis, par contre, on peut avoir un travail vraiment thérapeutique, où là, on va avoir des séances un petit peu plus répétées dans le temps, parce qu'il y a aussi ce travail sur la temporalité, sur la mémoire justement d'une séance à l'autre. Et là, les objectifs seront vraiment posés en fonction des personnes sur lesquelles on souhaite avoir un impact. Et donc, on se met des objectifs thérapeutiques, réévalués au fur et à mesure des séances. Et on essaye d'organiser les séances différemment pour justement arriver à atteindre nos objectifs. Alors Clément, la particularité peut-être
en dehors du fait que tu es le seul garçon, on l'a déjà dit, mais c'est que ton outil médiateur, j'essaie d'utiliser le bon terme, est vivant. C'est ça. C'est un peu bizarre de dire outil médiateur pour des animaux, mais ça, disons que ça nous permet d'être un petit peu sur le même terrain des thérapies non médicamenteuses. C'est-à-dire que l'animal, un petit peu comme la musique, va stimuler la personne d'une certaine manière et va faire réagir aussi son corps. Du coup, la personne, elle sera différente quand elle est arrivée de quand elle est repartie, même physiologiquement en fait. Et les animaux avec lesquels tu vis et auprès desquels tu travailles, ont-ils une formation spécifique ? Tu disais, toi, en tant qu'humain, tu as bénéficié de formation, mais les animaux avec lesquels tu travailles, comment sont-ils entrés dans ce métier ? Les animaux, c'est plus... il faut les habituer au stress, en fait. Les séances peuvent être les animaux, ils peuvent être un peu stressantes parce que les animaux, ils aiment bien être tranquilles. Donc forcément, quand on les met dans des situations qui sortent de l'ordinaire, ça va leur générer un petit stress. Donc le but, c'est que justement ces situations deviennent de plus en plus ordinaires pour eux, pour qu'ils puissent rentrer en communication de manière simple et aisée, et qu'il n'y ait pas cette petite barrière qui fait qu'ils vont avoir un petit peu peur, ou par exemple la chienne, elle va avoir des petits mouvements de recul, ou des petits sursauts, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut les prendre plutôt jeunes. C'est plus facile de les habituer tout doucement. Ça fait partie de leur quotidien, en fait. Et donc, du coup, ils seront moins stressés et moins nerveux. Et toi, tu travailles toujours avec les mêmes animaux ? Je travaille toujours avec les mêmes animaux parce que mes séances sont réparties en 3. En fait, je travaille déjà avec le chien parce qu'en fait, c'est l'animal que les gens ils voient arriver en premier. Et ensuite, les petits mammifères qui sont dans des cages de transport, ils ne les voient pas directement. Donc là, il y a un deuxième effet au moment où on les sort. Le chien, une fois qu'il a fait son petit truc, qu'il a dit bonjour à tout le monde, qu'il a fait ses petites activités, on passe sur une autre chose. Les petits animaux, on les met sur table, donc le contact est différent. C'est des animaux qui vont avoir un périmètre de circulation qui est moins grand et on va avoir du contact plus proche parce que chaque personne aura quasiment son animal sur lui ou vers lui. Et donc pourra entrer en relation. Et ensuite, on essaye de calmer sur la fin de séance pour les apaiser un petit peu avec un petit jeu, une histoire d'animaux, ou voilà, pour faciliter la sortie. Parce que la rupture de contact peut être un peu compliquée aussi. Toi aussi, Christine, je crois que dans la Tovertafel, tes interactions sont classées. Clément parlait de comment on démarre une séance et comment on va pouvoir aussi la clôturer. Dans ton animation, il me semble que tu as aussi une logique comme ça d'organisation des jeux. Alors moi, c'est pas un être vivant, mais c'est mon bébé. Oui, effectivement, on a différents niveaux d'accessibilité. Comme j'expliquais avant, ce sont des faisceaux. Et quand on approche sa main ou un outil, quelque chose se passe. Et il y a différents. Soit on approche sa main, soit il faut tourner sa main, soit il faut frotter, soit voilà, on fait un état en fonction des besoins et des pathologies. Certaines personnes pourront qu'approcher leurs mains. En revanche, sans pathologie ou très peu de pathologie, pourront avoir une gestuelle, je le montre mais personne ne le voit, tourner la main, mais plus fluide. Voilà. J'ai une toute dernière question pour Isabelle, parce qu'on a parlé effectivement de la thérapie, notamment dans le champ de la musique avec Sarah, qui nous explique qu'il y a le volet de la réception et puis le volet de l'action. Je me demandais si dans le champ de la musicothérapie et pour le coup avec le Bao Pao, on peut être amené, avec les publics auprès desquels tu interviens, d'aller jusqu'à une représentation publique. Ou est-ce que la vocation de la musicothérapie, c'est pas du tout de se retrouver sur scène avec ton public ? Alors moi, je suis pas thérapeute. Je me définis comme animatrice. Même si dans les séances de Bao Pao, on rejoint la musicothérapie, mais j'ai pas ces compétences. Et moi, mon objectif, c'est de faire jouer les gens. Donc, quand j'ai des personnes de façon régulière, on essaie de travailler des petits morceaux. Et justement, en vue, un jour, on ne sait pas si ça peut être prévu ou pas prévu, mais de les jouer devant des personnes. Pour moi, c'est un petit peu le but de la musique. On joue pour éventuellement offrir ce qu'on a travaillé à un public. Voilà. Donc, idéalement, c'est un petit peu ce que je rêve de pouvoir faire avec les personnes avec qui je travaille régulièrement.
Alors Isabelle, dès que tu connais la date de ton prochain concert, Sans problème. on le communiquera sur Radio Vagabonde, la radio nomade de la Ligue de l'enseignement des Vosges. C'était un podcast depuis Neufchâteau à l'occasion des villages du bien vieillir. Je remercie Christine et Sato-Vertafel. Merci Christine. Je remercie Isabelle, animatrice en Baopao. Sarah, musicothérapeute, alors plutôt sur le territoire de Neufchâteau. Oui. Et Clément, qui est donc infirmier et qui est médiateur animal À Bourbonne-les-Bains. à Bourbonne-les-Bains. Sur le sud Haute-Marne. Voilà, vous savez tout.